Bonjour, je suis ravi d'être avec vous, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous Agora qui sera commun entre les directeurs immobiliers et les directeurs de l'environnement de travail, et sur un thème ludique, divertissement, mais où vous apprendrez beaucoup de choses utiles pour votre travail, le décodage du langage non verbal et des expressions faciales. Je tiens à remercier, comme à chaque fois, mais c'est important, surtout dans cette période un peu compliquée, les partenaires qui nous soutiennent et qui sont toujours très présents, ainsi que tous les membres du COPIL. Vous n'oubliez pas, bien évidemment, de parler autour de vous, de vos clubs, d'en faire un peu la publicité, de coopter de nouveaux membres. Plus on est de fous, plus on réfléchit. Voilà, j'ai le plaisir de recevoir Sylvia Bréger. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes criminologue. Depuis 2006, vous collaborez avec la Gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois pour former les enquêteurs internes et nationaux à la criminologie et aux différentes techniques d'audition. Et en 2008, vous avez fondé Criminonet, qui fait intervenir des professionnels dans des conférences sur la cybercriminalité et la violence auprès des différents publics. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et on est ravis de vous avoir pour ces deux clubs sur cette thématique qui intrigue tout le monde parce qu'on a beaucoup de connectés aujourd'hui, qui est donc le décodage du langage non verbal et des expressions faciales. Et comme je le disais en préparant cette visio, j'ai toujours l'impression d'être nu devant vous parce que vous analysez tous mes gestes, tous mes faits. Ça va être terrible, je vais prendre très cher. Alors déjà, qu'est-ce que le langage non verbal ? Alors, le langage non verbal va regrouper nos gestes, oui, nos postures, nos expressions faciales, nos regards. On va transmettre en fait silencieusement des messages sur les émotions que nous ressentons. Et on le fait de manière pratiquement inconsciente. La plupart du temps, c'est inconscient. Contrairement à nos mots, à notre verbal, qui lui va être évalué, pesé avant de communiquer avec quelqu'un. Donc, en fait, le langage non verbal, c'est un support qui vous permet de mieux comprendre quel est l'état émotionnel de la personne qui est en face de vous. oui. Dans certains cas, ça peut même vous permettre d'anticiper l'intention de la personne. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur notamment la colère, qui n'est pas encore là, mais qui peut arriver. Donc, on peut l'apercevoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le non-verbal ne va pas vous permettre de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. C'est juste mieux comprendre votre état émotionnel et certaines de vos attentions. Après, le langage non-verbal, c'est tout cet ensemble de gestes qui... Ça nous détermine un peu dans quelle disposition est l'autre ? Tout à fait. Ouais. Comment est-il disposé ? Est-ce qu'il est prêt à communiquer ? Est-ce qu'il est en accord, en désaccord ? Par contre, l'œil humain, à la base, quand on est face à quelqu'un, on cherche à comprendre qui il est, ce qu'il ressent. Le problème, c'est que le langage non-verbal, on le lit de façon instinctive. Or, apprendre le langage non-verbal va vous permettre de poser plutôt un regard logique sur ce que vous voyez de l'autre. Parce que l'œil humain peut commettre des petites erreurs d'interprétation parce qu'on se concentre. Par exemple, si je me concentre que sur vous, que je vous analyse, je vais me tromper. Parce que je dois prendre en considération d'autres paramètres, c'est-à-dire le contexte dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel on évolue, votre baseline, c'est-à-dire qui êtes-vous au naturel et qui êtes-vous là maintenant dans ce contexte. Vous voyez, il faut prendre plusieurs choses en considération pour pouvoir ensuite faire une analyse qui soit la plus juste et la plus posée possible. Ça nous apprend en quelque sorte à décoder l'autre. C'est ça. Alors, à décoder, en tout cas, à mieux le comprendre. J'ai plus envie de dire ça. Pourquoi est-ce que c'est important d'y faire attention et comment, justement, y prêter plus d'attention ? Alors, justement, pourquoi c'est important ? Parce que ça fait partie de la communication, le non-verbal. On comprend les mots, on comprend les verbes, mais on porte notre attention aussi instinctivement sur le non-verbal. Et mieux maîtriser la connaissance du non-verbal va vous permettre d'éviter des erreurs. Parce que des fois, je pourrais dire, tiens, là, il est fermé par rapport à moi. Pourquoi il met ses mains comme ça alors que pas du tout ? Vous êtes en position certainement d'écoute et d'attention. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que j'observe, comment j'observe et qu'est-ce que je recherche, sans trop se poser de questions. Parce qu'aussi, le langage non-verbal, il ne faut pas chercher à analyser l'autre à tout prix. C'est un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors, avant de détailler la suite de tout ça, c'est peut-être d'expliquer à ceux qui nous regardent, que ce soit des directeurs de l'environnement de travail ou de l'immobilier,
en quoi ils vont pouvoir se servir des codes que vous allez nous donner ce soir dans leur métier, déjà par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres qu'ils vont rencontrer ou qu'ils vont peut-être même recruter. Alors justement, par rapport à ce qu'on va voir juste après, c'est leur donner des outils d'observation sur des thèmes bien précis. Le non-verbal, évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, mais ce soir, on n'a pas le temps de tout voir. Bien sûr. Mais c'est déjà donner des pistes pour savoir être le plus juste possible avec 2-3 petites choses qu'on va leur donner pour pouvoir, par exemple, mieux vendre, mieux manager, mieux gérer ses équipes, ou repérer peut-être quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un. Ça peut aussi arriver. Donc voilà, c'est un peu le but de cette soirée. Parfait. Alors, on va commencer avec la gêne, tout simplement. Ça nous arrive tous les jours, d'être gênés dans des circonstances personnelles, professionnelles. Déjà, pourquoi on est gêné ? Il y a un malaise qui s'installe, en fait. C'est une sorte de malaise. Alors, pourquoi on est gêné ? Votre question, en fait, on peut être gêné pour de multiples raisons. La gêne, elle intervient quand notre identité sociale se sent menacée. C'est-à-dire qu'on va se sentir gêné lorsque notre confiance en nous-mêmes est malmenée d'une façon ou d'une autre. Par exemple, nous sommes dans la rue, nous nous disputons, donc on va être gêné déjà parce qu'il y a une dispute, mais ce qui va surtout nous gêner, c'est le regard des autres sur nous. La transgression aussi peut être gênante, c'est-à-dire nous commettons quelque chose et nous sommes pris sur le vif. D'accord. On va être gêné de ce que nous avons fait. Au même titre, nous sommes dans le métro, des personnes que nous ne connaissons pas se disputent. Nous sommes gênés pour elles alors qu'on n'a rien à voir dans l'histoire. Donc on peut être gêné pour nous-mêmes, on peut être gêné par rapport à une situation, et on peut être gêné pour les autres. Donc la gêne, c'est par rapport aussi aux liens, les liens sociaux quand ils sont menacés, on peut être gêné. Mais la gêne, c'est ce ressenti que l'on a essentiellement en public. D'accord, surtout sur le regard des autres. C'est le regard des autres qui vient menacer notre confiance en nous-mêmes, qui vient menacer notre identité sociale. On peut être gêné quand on est tout seul, mais c'est de bien plus courte durée, c'est pas la même intensité. Le regard des autres est très important. D'accord. La gêne, quand on est gêné, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on a tendance à vouloir cacher cette gêne, à se donner une prestance pour pas que les autres perçoivent justement ce malaise. La camoufler, oui. La camoufler. Donc justement, vous êtes en rendez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez percevoir chez l'autre qui vous met sur la piste que l'autre éprouve de la gêne ? Première chose, c'est les corps qui deviennent un peu rigides, qui se figent. Dites-vous bien que quand quelqu'un se fige face à vous, c'est que cette personne a peur, tout simplement. Ensuite, alors là, on n'a pas vu la vidéo, mais souvent, il y a une rupture du contact visuel. Quand nous sommes gênés, on baisse la tête. On baisse la tête et on ne regarde plus, ou alors très, très comme ça furtivement l'autre. Donc ça fait partie aussi des choses qui peuvent arriver lorsque nous sommes gênés. On fuit un peu le regard de l'autre. On fuit. Le regard de l'autre est porteur de gêne, donc du coup on va le fuir. On a aussi les faux sourires. Quand on est gêné, on a tendance à sourire pour donner un peu de la prestance, etc. Il y a des autocontacts aussi, beaucoup. C'est-à-dire quand on est gêné, on va un petit peu, au niveau du visage ou d'une autre partie du corps, ou derrière la tête, les cheveux, on va se... C'est une façon, si vous voulez, de nous rassurer par rapport à la situation. Là, le côté tactile est important dans ce cas de figure. On appelle ça des autocontacts. C'est une façon de, voyez, quelqu'un qui fait ça, par exemple, va se rassurer. C'est une façon de calmer le corps, de dire, bon, tout va bien. Donc, on a toutes ces petites choses qui viennent nous mettre sur le chemin de la gêne, que l'autre en face n'est pas à l'aise. Donc, c'est à nous de le ramener dans sa propre confiance, de réhabiliter sa confiance, parce que, alors, il y a des tas d'autres... Comment on fait pour réhabiliter cette confiance, justement ? Quand on perçoit, par exemple, quelqu'un qui baisse le regard, qui a des autocontacts, la gêne, même si on essaye de la cacher, elle est perceptible. Suivant la situation, c'est à nous de ramener cette personne à se rassurer. On a aussi un travail à faire à travers nos mots, à travers notre propre posture, nos propres gestes. On va parler plus doucement, on va rassurer cette personne. C'est important de revenir sur tout ça. Et puis aussi, n'oublions pas que la gêne va perturber notre prise de parole. Là, on parle du non-verbal, mais au niveau verbal, c'est aussi assez gênant. C'est-à-dire, quand on est gêné, on va parler un petit peu moins fort, ou on va buter sur des mots, on va commencer à bégayer. Voilà. Donc tout ça, ce sont des petits signaux, verbaux, non-verbaux, qui vont vous mettre sur la piste que l'autre n'est pas à l'aise. Donc notre travail, si la situation le requiert, c'est d'amener l'autre à être « Ok, tout va bien ». Il n'y a pas de raison de paniquer ou d'être gêné. Voilà, on doit rassurer. D'accord.
Donc ça s'adresse aussi à ceux qui nous regardent, lorsqu'ils sont en face de quelqu'un chez qui ils arrivent à sonder qu'il y a effectivement un petit peu de gêne, c'est d'utiliser des manières ou d'autres de les rassurer. Tout à fait, d'utiliser un langage verbal, non verbal, les deux doivent être... parce qu'on le perçoit, même si on ne connaît pas, on perçoit. Voilà, ça peut être tout bête, c'est donner un café, un verre d'eau, comme en audition. C'est jamais agréable quand on est en audition d'être entendu, par exemple chez les policiers ou chez les gendarmes, que l'on soit témoin, auteur, peu importe. Il faut mettre à l'aise l'autre. Donc on commence par donner un petit verre d'eau, on parle gentiment, voilà. Il y a des choses toutes bêtes pour que l'autre se sente à l'aise et ne soit pas pressé par cette gêne qui pourrait effectivement nuire à la communication. Est-ce que tout simplement le sourire n'est pas l'atout numéro 1 ? Moi j'ai fait des tests en rentrant dans des commerces où parfois les commerçants n'étaient pas très agréables. En utilisant le sourire et l'humour, tout de suite les gens se détendent. Est-ce que ça, c'est pas l'atout numéro 1, le sourire ? Vous savez ce qu'on dit, le sourire il est contagieux. Donc, oui, il est très contagieux. Alors si la personne ne vous sourit vraiment pas, c'est soit elle n'a pas envie de sourire parce qu'il lui arrive quelque chose de profondément grave, et voilà, triste, dépression, une mauvaise nouvelle. Bien sûr. Après, il y a ceux qui ne sont pas hermétiques à ce genre de choses, mais c'est quand même très très rare. C'est rare ça. Quand vous arrivez, que vous souriez même à quelqu'un qui fait un peu la tête, ça va tout de suite amener quelque chose de lumineux. Il y a eu des tas de tests qui ont été faits dans le métro, des gens qui souriaient, qui se mettaient à rire. Et au début, les gens sont un peu gênés, et puis finalement, le rire devient général, bien sûr. Tout à fait. Alors, il y a un point qui est très important pour nous tous, c'est de savoir gérer le conflit, entre autres dans l'entreprise. C'est-à-dire d'abord savoir repérer peut-être les attitudes qui peuvent être parfois agressives, colériques, et ensuite faire retomber le soufflet, calmer la situation. On parlait d'attention tout à l'heure. On peut déceler une intention chez quelqu'un, notamment la colère, avant qu'elle ne soit là. Alors, quelques indices, il y en a beaucoup, mais ça, c'est vraiment les principaux. Faites attention à l'orientation de la tête de votre interlocuteur. Donc, si le contexte est un petit peu nébuleux, quand vous êtes énervé, la prochaine fois que vous serez énervé, faites attention au passage au niveau du port de votre tête. La tête a tendance à partir en arrière, donc le menton est relevé. C'est un peu comme le coq qui se... Oui, puis on est agressif dans les mots, on est agressif dans le... Voilà, donc là, on projette un peu son... Oui, c'est-à-dire qu'il y a un début d'agressivité qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire, je peux vous parler tout à fait calmement, mais vous voyez ma tête qui part en arrière comme ça subitement. Là, vous avez un détail qui vous dit, bon là, elle est en train de s'énerver, il faut que je trouve une parade pour calmer la situation. À l'inverse, faites très attention aussi à la tête qui se baisse et qui vous fixe, le regard qui vous fixe. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus frontal, de beaucoup plus agressif au niveau physique. Donc tout de suite, il faut trouver des mots qui vont calmer, pareil, le non-verbal qui va apaiser la situation. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mot pour très vite calmer une situation de conflit ? S'il y a effectivement un problème, que la personne s'énerve, il y a un début d'énervement, on le sent, on le voit sur un sujet bien précis, c'est en face de ne pas couper la parole, déjà c'est la première chose, et de dire « je comprends », d'utiliser des mots, de ne pas être en désaccord, de ne pas rentrer en conflit avec l'autre. Donc c'est parler doucement, c'est d'entendre ce que l'autre nous dit, donc quelque part nous mettre à sa place, et de trouver, en parlant doucement, en ayant une communication qui soit non violente, de trouver des parades justement pour éviter que ça dégénère. Donc ce port de tête est très important. Ensuite, vous avez tout ce qui est évidemment l'expression de la colère sur le visage. Donc ça va se passer au niveau du front, sourcils, yeux, ça va être très centré. Crispation du haut du visage, très fermé, et crispation au niveau de la mâchoire. Mais on a aussi des changements de couleur de peau. Donc c'est quand la colère s'active, on devient rouge. Bien sûr. On devient rouge de colère. Mais on a remarqué aussi, dans certains cas, avant que la colère n'explose, subitement, vous voyez que la personne devient très pâle. D'accord. Et au moment où elle décide de répondre, ça remonte. Ce côté sanguin qui ressort, absolument. Ce qui arrive aussi pour certaines personnes du côté de la gêne, qui rougissent aussi. Oui, ça fait partie de la gêne. D'accord. Mais là, on n'est pas dans la même crispation. On a tendance à se cacher. On a aussi le poing fermé. C'est-à-dire qu'il y a des colères qui sont contenues, puis il y a des colères qui sont exprimées. Quand la colère s'exprime, c'est pas rare de voir le poing se lever. Mais des fois, il y a des gens qui nous disent que tout va bien, il n'y a pas de souci, on n'était pas d'accord sur une conversation. Vous me dites qu'il n'y a pas de problème, je ne vois pas d'expression effectivement de colère sur votre visage, je ne vois pas de tête en arrière, en avant. Par contre, on peut parfois voir ce point qui est fermé. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que non, la situation n'est pas aussi limpide qu'on le croit. Donc quand vous voyez un point serré, c'est pareil, c'est que la situation n'est pas claire. D'accord. Et quand la colère commence à éclater,
il y a le fameux J'allais vous le dire, oui. le doigt tendu. Le doigt tendu, c'est l'index levé. Donc, si je mets mon doigt comme ça contre vous, c'est que déjà, je suis un peu en train de m'énerver. Cet index, il est révélateur parce que je suis en train de vous blâmer, je suis en train de vous accuser, je suis en train de vous menacer en faisant ça. Donc, quand vous avez ce genre de réaction, il faut effectivement, si on le veut, bien sûr, mais calmer l'individu qui est en face de nous, toujours pareil, à travers un non-verbal et un verbal cohérent, qui soit là pour apaiser la personne qui est en face de nous. Ce doigt tendu, ça peut être aussi quelqu'un de directif. Oui, il y a des gens qui vont montrer. Alors, c'est surtout des gens qui veulent bien se faire comprendre, en fait. Il faut que ça aille dans la direction qui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en télévision à l'époque de Froufrou, Christine Bravo était toujours en train de faire ça avec ses collaboratrices. Elle aime imposer, en fait. C'est pas dans le sens imposer, mais elle veut montrer la direction très claire qu'elle souhaite. Ça aille, en fait, tout simplement. Tout à fait. Alors, il y a une gestuelle qui est très intéressante parce qu'on a des idées comme ça un peu préconçues au niveau des bras. C'est les bras croisés. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs analyses en fonction de la façon dont on croise ses bras. Mais en préparant cette visio, vous avez dit que c'était pas forcément négatif. Alors, les bras croisés, on a une vision très négative. Ouais. Et ça, ça dure depuis très longtemps. Trop longtemps, et c'est un tort. Bon, on m'a toujours dit, quand tu prépares tes entretiens, surtout ne croise pas les bras. Bien sûr. Ce sont des conseils qui sont encore donnés. Alors, ce qu'il faut comprendre, on avait fait un test avec des participants. On leur montre des photos avec des gens qui ont les bras croisés. Oui. D'autres photos avec les gens qui ont les bras qui retombent le long du corps. Résultat, les participants ont dit que les gens qui avaient les bras qui retombaient le long du corps avaient l'air plus ouvertes, plus agréables. Mais que les gens qui avaient les bras croisés étaient plus fermés. En revanche, certains des participants ont dit qu'il y a une meilleure stabilité émotionnelle chez les gens qui ont les bras croisés. Donc on a cette vision. Quand vous avez les bras croisés, vous êtes plus faible, dans une situation un peu plus faible que lorsque vous êtes dans une posture powerful où vous êtes ouvert, etc. Sauf que... Ça, c'est des ressentis primaires. Complètement, mais parce qu'on nous a appris ça aussi. Bien sûr. Parce qu'en fait, vous pouvez croiser les bras pour plein de raisons. Les gens autour de vous peuvent croiser les bras, effectivement en négatif parce qu'on s'est disputé, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on est en désaccord, parce qu'on est impatient. Mais on peut aussi croiser ses bras avant toute chose pour se donner de la prestance. On ne sait pas quoi faire de nos bras, donc on se donne une posture de prestance. Mais ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est refermée face à vous, votre discours, ou qu'elle est fermée tout court. C'est juste qu'elle peut être aussi dans une position d'écoute, d'attention. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, ça m'arrive de temps en temps quand j'enregistre des émissions, mes interlocuteurs débattent, et bien de temps en temps, je m'assois un peu plus profondément et ça me permet de mieux écouter. Vous vous concentrez. On se concentre. Vous vous concentrez mieux avec une posture qui est agréable, c'est-à-dire on ne sait pas toujours quoi en faire de nos bras. Donc c'est une posture avant tout de prestance. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un qui croise les bras, ne vous dites pas « Ah mince, je ne vais pas vendre mon contrat, ah non, c'est de la fermeture ». Des fois, ça peut l'être. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais avant toute chose, par exemple, s'il fait froid, on revient de dehors, il fait froid, pendant un certain temps, on va avoir ce recroquevillement sur soi-même. C'est tout. Il ne faut pas chercher non plus à analyser aussi loin. Mais avant toute chose, c'est une histoire de prestance. Et alors, en lien avec ça, c'est cette posture dont vous nous parliez, qui s'appelle la posture powerful. Si vous pouviez nous la définir. C'est la posture d'ouverture, en fait. Il n'y a rien, il n'y a aucun barrage face à nous. Je vous parle très librement. Il n'y a aucun croisement, ni de jambes, ni de bras. Voilà. Je suis totalement ouverte. Et c'est vrai que ces gens-là ont tendance à faire intervenir les autres personnes vers elles parce qu'il y a cette ouverture du corps. Et si on analyse tout ça et qu'on se dit tiens, je vais à un entretien, je vais donc faire attention à ça, ne pas être comme ça, mais être plutôt comme ça, est-ce que finalement trop de maîtrise ne tue pas le naturel ? C'est très bien d'avoir dit ça parce que beaucoup de gens me demandent comment être différent. Et non, il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Ne cherchez pas quand vous allez... C'est un moment important, l'entretien d'embauche. Sauf évidemment. Si vous êtes odieux, bien sûr. Mais... dans ces cas-là, si vous avez tendance à mettre les pieds sur la table tout le temps, il y a des choses qu'il faut contrôler. Mais ne cherchez pas à... Si vous avez envie, à un moment donné, de croiser les bras, vous croisez les bras. Bon, et puis, au moment où vous communiquez, vous ouvrez votre corps, vos mains, vous montrez vos mains, vous dialoguez avec vos mains. Mais il ne faut pas chercher à se robotiser. C'est un danger dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Ouais, on est d'accord.
Le fait de beaucoup parler avec ses mains, justement, il y a des gens qui vraiment, plus que d'autres, agitent leurs mains tout le temps quand ils parlent, un peu à l'italienne. C'est révélateur de quelque chose? Alors, vous soulignez un point important, vous parlez des Italiens. Ouais. La culture est importante dans le non-verbal. Bien sûr. Parce que même si les gestes sont universels, les expressions faciales, enfin, la majorité des gestes sont universels, d'un pays à l'autre, on n'a pas la même langue. Bien sûr. Et on n'a pas sur certains points, on n'a pas le même langage non-verbal. Ouais. Donc il faut faire attention à ça. Oui, les Italiens sont plus dans l'expression, les Chinois, c'est beaucoup plus étriqué. Voilà, on a chacun notre méthode. Après, il y a des gens oui, qui vont être plus ouverts que d'autres parce que ça fait partie de leur éducation, de leur culture, de leur personnalité, tout simplement. Ouais, bien sûr. Chez les Esquimaux, d'ailleurs, ils sont tout le temps les bras croisés, mais c'est parce qu'ils ont froid. Il y a une bonne raison. Bien sûr. On va parler de la distance, encore plus aujourd'hui avec cette distanciation qu'on nous impose, entre guillemets. Mais la distanciation, elle existe depuis toujours en fonction des liens avec l'autre. Il y a 4 espaces différents de sécurité. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on est un peu condamné à devoir maintenir une certaine distance, mais il n'y a rien de nouveau en fait, parce qu'instinctivement, on les maintient, nos espaces de sécurité. D'abord, on a l'espace public, qui est de plus de 3,50 m. Donc cet espace public, c'est ce qu'on utilise avec les inconnus, ou lorsque nous nous adressons à un large panel de gens. Après, on a l'espace social, qui varie de 3,50 m à 1,20 m. Là, c'est un espace que l'on partage avec les gens que l'on connaît peu ou pas, ou des gens que l'on préfère maintenir à distance. Oui. Après, ça se referme un petit peu. On a l'espace personnel qui varie entre 1,20 m et 45 cm. Donc, Personnel, c'est quoi? La famille, les amis? Non, c'est plutôt les collègues, les gens qu'on apprécie. D'accord. On les laisse rentrer un petit peu dans notre bulle. Et l'espace intime, qui est de 45-15 cm, donc très très proche. Et là, c'est effectivement famille, pour les amis, membres de couple. notre famille et les amis très proches. On les laisse nous toucher et nous pouvons les toucher. Est-ce que il y a parfois, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui n'étaient pas des proches et qui rentraient très très profondément dans mon espace intime, si je peux me permettre l'expression. N'imaginez pas des choses Non, un on a peu bien impossibles, compris. je veux dire très très proches, qui s'adressent à nous de façon très très proche. Et ça, c'est assez difficile à supporter. C'est envahissant. Il y en a peut-être parmi ceux qui nous regardent, le conseil que vous pourriez donner? Alors quand effectivement vous avez des gens on les appelle les envahisseurs, Ouais. vous avez beau reculer, ils avancent, il y a une David petite Vincent. danse, il y a une espèce de danse comme ça qui se met en place et c'est très agaçant. Alors, On a beau tendance à reculer, ils avoir reviennent, tendance à reculer, ouais. ils continuent. Ils reviennent parce qu'ils ne comprennent pas le message. Il n'y a pas de lecture lisible de ce que vous êtes en train d'annoncer, pourtant de façon très claire. Alors, soit des fois il faut le maintenir comme ça avec sa main pour bien montrer avec un sourire. On peut faire ça sans agressivité. Par contre, quand un petit truc qui était donné par un ancien agent du FBI et que j'utilise et qui est très vrai, quand vous allez vers quelqu'un que vous connaissez peu ou pas, on ne sait jamais trop comment se positionner par cette personne. Donc là aujourd'hui on ne peut plus serrer la main. Quand ça reviendra, ce sera aussi valable ce conseil. Donc vous arrivez vers cette personne, très rapidement, vous allez être très proche d'elle et vous allez donc faire le fameux check. Donc vous êtes très proche d'elle, vous faites le check et vous reculez d'un pas. Et regardez ce que va faire la personne. Donc soit la personne, elle reste à sa place, donc ça veut dire que vous êtes à bonne distance, n'avancez plus, ne reculez plus, tout est bien. Soit elle s'avance vers vous, donc elle s'approche pour discuter, peut-être parce qu'il y a du bruit, ou peut-être parce qu'elle vous confie quelque chose. Maintenant, si vous avez reculé d'un pas, et qu'au bout de quelques secondes ou quelques minutes, vous constatez que cette personne recule elle aussi d'un pas, donc là, la distance est clairement en train de se faire. Soit cette personne doit partir, c'est pas forcément contre vous, soit cette personne, voilà, il y a un moment, il faut la laisser complètement se dégager et prendre congé. Quand on voit que quelqu'un recule comme ça, il faut laisser partir cette personne. D'accord, qui reviendra peut-être d'elle-même. On laisse la possibilité. En fait, ce conseil, c'est qu'on laisse à l'autre le choix de reculer, de venir, de partir ou de rester tel qu'il est. Alors, on va parler de gestuel, vous parliez de tactile tout à l'heure, justement, il y a des gens qui sont extrêmement tactiles, même professionnellement parlant, qui aiment bien toucher les bras, les épaules, etc. C'est un signe? Ça peut être culturel, hein, ça fait partie de la personnalité, mais quelqu'un qui touche beaucoup les autres, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entendu, qui a besoin qui a besoin d'attention. Donc, comme il a peur qu'on ne lui porte pas cette attention, il est comme un enfant qui tire un peu sur les jupes de maman pour regarde-moi, je suis là, je te parle. Alors que vous l'écoutez, que vous le regardez. Mais c'est aussi une façon sympathique de dire à l'autre, je t'apprécie. C'est pas négatif.
Non, c'est pas négatif si c'est pas trop intrusif. D'accord, donc ça, il faut faire Toucher, attention ouais, dans le cadre professionnel. Oui, il faut faire On est attention. d'accord. On ne va pas toucher son patron comme ça, lui faire la bise, non, ça on évite. Ouais. Alors justement, cette gestuelle liée au mensonge, peut-être essayer de déterminer quels sont les gestes qui pourraient laisser poindre une pointe de mensonge, voire plus. Alors, ça, c'est une idée reçue. Nous n'avons pas de gestes liés au mensonge. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. D'accord. En fait, le non-verbal, ça peut être intéressant dans le mensonge, c'est d'observer l'attitude de la personne. Vous n'allez pas voir des signaux de mensonge, vous allez voir des signaux de cohérence ou d'incohérence. C'est pas Pinocchio, il n'y a pas obligatoirement le nez qui s'allonge. Ça, on n'a pas. Non. On n'a pas encore. D'accord. Par contre, on parle de quelque chose. Vous émettez des signaux de gêne, par exemple. Voilà, il y a de l'incohérence entre ce que vous me dites quelque chose, mais votre corps montre tout à fait autre chose. Donc ça, c'est un signe d'incohérence. Il faut chercher à savoir pourquoi. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est en train de nous mentir. Mais en tout cas, il y a quelque chose un petit peu à gratter, à découvrir. Au même titre qu'une personne qui est cohérente et tout à fait à l'aise n'est pas forcément en train de vous dire la vérité. Vous voyez, c'est toute la complexité du mensonge. Donc le mensonge, nous n'avons pas de geste C'est plutôt en fait dans le verbal, c'est-à-dire dans votre façon de poser les questions à l'autre, dans votre façon d'amener ces questions et dans la façon dont l'autre va y répondre, les mots qu'il va utiliser, les silences qu'il va poser. En fait, le mensonge se cache plus dans le verbal que dans le non-verbal. Le non-verbal est un support pour montrer que l'autre a un malaise, une incohérence entre son verbal et son non-verbal. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi, sans toutefois lui mettre l'étiquette de menteur. C'est tout l'équilibre qu'il faut tenir. Ouais, la nuance est difficile. Alors, la détection du mensonge, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à l'heure d'aujourd'hui pour être de super détecteurs de mensonges, mais je peux vous garantir que c'est très, très compliqué. Enfin, c'est compliqué, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est compliqué, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais le non-verbal accompagne bien cette distinction pour voir certaines choses, mais c'est surtout dans les mots, dans la façon de... C'est très très important la façon dont nous posons les questions pour pouvoir amener l'autre soit dire la vérité, soit se tromper dans ses détails et à lui dire là, c'est pas normal ce que vous êtes en train de dire. Et c'est justement ça des tactiques que vous utilisez avec la gendarmerie, entre autres. Entre autres, oui. Ouais, dans l'art de poser les questions, c'est vraiment tout un art. Oui. Alors, quasiment pour terminer, avant de passer dans les rooms, il y a cette chose qui nous est arrivée il y a 1 an, voilà, et que je mets pour la première fois en plateau, et qui là quand même cache quand même une grande partie de mon visage, et donc de mes expressions, puisqu'il ne reste plus que les yeux. Comment peut-on arriver à déterminer ce qui se passe derrière, ce qu'il y a encore de visible? Il y a encore des possibilités? C'est vrai qu'on n'a pas de chance dans notre communication, distanciation, masque. Ouais. Alors à la base, nous avons on peut plus serrer la main, on ne peut plus faire grand-chose, on se réadapte. Ouais. On réadapte notre communication. À la base, nous avons 7 émotions universelles. On appelle ça des émotions primaires. Il y en a des tas d'autres. Hein. On a la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, le mépris, la peur, la surprise. Déjà, avant de savoir ce qui se passe derrière un masque, il faut savoir comment ça fonctionne tout ça. Parce que chaque expression faciale, ça se passe au niveau des muscles. Chaque muscle a un mode de fonctionnement qui est très particulier. Donc déjà, il faut comprendre comment chaque expression faciale fonctionne sans le masque. Pour ça, il y a plein de méthodes où on peut apprendre à repérer ces 7 émotions universelles. Une fois que le masque est porté, effectivement, on est limité parce que pour lire un visage, en fait, quand je vous regarde, je ne regarde pas juste un visage. Si je vais en fait regarder par zone. Je vais regarder votre front, vos sourcils, vos yeux, votre nez, votre bouche et votre menton. Tout ça s'active de façon précise pour une émotion que vous ressentez et qui va amener une expression faciale. Maintenant, derrière un masque, on a quoi? Vous l'avez dit, on a juste le front, les sourcils, les yeux et un petit peu, si le masque n'est pas trop haut, le haut du nez. C'est compliqué, c'est un petit peu compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, encore une fois. C'est compliqué pour certaines émotions. Par exemple, le dégoût, c'est très central. Derrière le masque, ça va être un peu plus compliqué, sauf si on voit un peu les plis du nez en haut. Et le champ visuel est un petit peu refermé. À ce propos, est-ce que c'est raccordé justement la bouche et les yeux? J'ai l'impression que dans le sourire, que vous ayez un masque ou pas, on peut déterminer qu'il y a un sourire. Pareil pour le dégoût, donc j'imagine c'est assez raccordé. C'est assez raccordé, donc si on ne voit pas le bas de la bouche, on peut effectivement voir au niveau du dégoût, en tout cas ce qui se passe au niveau de l'œil et au niveau du haut du nez.
Le mépris, c'est impossible de voir ce qui se passe derrière un masque. Pourquoi ? Parce que c'est un petit sourire sur le côté qui est très furtif. Alors pour ça, c'est comme le langage non verbal, il nous faut plusieurs indices. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe derrière votre masque. Si vous êtes méprisant avec moi, je ne le vois pas. Par contre, je vais m'en tenir à votre façon de me parler, les mots que vous employez, si vous êtes effectivement méprisant dans votre façon de parler, si votre tête part un petit peu, vous savez, quand on est hautain, quand on regarde l'autre de haut, la tête a tendance à partir un peu en arrière. Voilà, il me faudra des petits détails comme ça. La peur et la surprise, déjà sans le masque, on les confond beaucoup, ces deux expressions faciales. Sauf que si vous portez votre masque et que vous êtes surpris, lorsque nous sommes surpris, alors c'est pas automatique, mais on peut avoir on est bouche bée bien souvent. On apprend une nouvelle, on est bouche bée. Quand on porte le masque et qu'on est surpris, ça tire sur le masque et ça allonge le visage. Donc là, on peut différencier cette surprise de la peur. Mais c'est plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Mais déjà, parce que beaucoup me demandent maintenant, il faut que j'arrive à lire les expressions avec le masque. Déjà, apprenez à lire les expressions sans le masque. Il faut faire base par base, c'est important, étape par étape. Comprenez comment chaque muscle fonctionne, tout doucement, et ensuite vous serez plus à même de percevoir des choses au niveau du visage lorsqu'il est masqué. D'accord. Alors pour conclure, parce on pourrait faire des heures, hein, j'espère que vous reviendrez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et sur d'autres thématiques, mais liées à ces analyses. Peut-être pour aider nos participants, nos membres, qui puissent télécharger gratuitement un guide pratique qui s'appelle « À la découverte du langage non verbal ». Comment ça se passe ? C'est sur un site internet ? En fait, il y a effectivement, vous pouvez flasher le code qui vous mènera vers la page du site où vous mettez votre adresse email. Ce sera le seul mail qu'on vous enverra. Il n'y aura pas de spam, je vous rassure. Et vous recevrez donc ce guide pratique qui est téléchargeable gratuitement parce que vous êtes membre de l'Agora pendant 7 jours. Donc... Merci beaucoup, Sylvia. Je vous rappelle que vous recevrez le QR code pour télécharger son guide pratique à la découverte du langage non verbal. Je vous rappelle vos rendez-vous pour les directeurs immobiliers, c'est le jeudi 25 mars, 18h-19h15, thème à venir. Et pour les directeurs environnement de travail, ce sera le 24 mars en visio-rétex, 11h30, 12h30, sur délai de paiement, compliance. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. On se retrouve très très vite et bien évidemment, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.